Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle entreprise qui intègre mon portefeuille. J'y prévois d'y mettre à peu près 10%, soit un bon 30 000 euros. Donc c'est une grosse conviction. Et surtout, vous allez voir que le business model de cette entreprise fait que c'est une boîte à garder pour toujours. Donc ça va être ultra dense et quel que soit votre niveau, débutant, confirmé, vous allez découvrir un nouveau secteur, une nouvelle entreprise. Et surtout, vous allez, je vais vous former sur la partie méthodologie d'analyse, comment exactement analyser, valoriser une entreprise, comment creuser un business. Donc ça va être passionnant. On va parler de Texas Pacific Land. Donc voilà, ça va être une très très grosse vidéo. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs parties. Globalement, je vous fais la petite introduction. Pourquoi cette entreprise-là? Je vous l'avais déjà présentée il y a à peu près 6 mois, 8 mois, sauf qu'on était trop cher. Là, actuellement, ça a baissé de 50%. Ok, donc on parle d'une boîte qui existe depuis plus de 150 ans. On parle d'une performance, si je me mets depuis les années 70, je sais pas, voilà, du 800 000%. C'est juste exceptionnel. Depuis 2009, ça a déjà pris 15 000%. Depuis 2020, ça a pris 800%. Et depuis, on va dire, 2023, ça a déjà pris 100%. D'accord? Comment est-ce que c'est possible? Simplement en ayant des marges de 64%, marge nette, en ayant un ROE de plus de 40%, en ayant zéro dette et un retour aux actionnaires. Et d'ailleurs, c'est également dans le même secteur qu'une boîte comme Parex que j'ai en portefeuille, sur laquelle je vous avais également fait une masterclass de plus d'une heure quand je l'avais mis en portefeuille. Sauf que là, Texas Pacific Land, on a une approche qui est totalement différente. C'est effectivement un modèle royalties sur lesquels on n'a pas de frais et du cash qui rentre sur des recurring sur de très très nombreuses années en possédant des terres. Et les terres également, c'est vraiment un actif qui est anti-inflation. On va vraiment revenir sur tout ça. Alors moi, je pense que ça pourrait être pas mal dès le départ de vous faire une petite introduction, voilà, de 2-3 minutes de l'entreprise pour vraiment que vous compreniez de quoi est-ce qu'il va être question et comment on va devoir analyser cette entreprise et quelles questions on va devoir se poser. Alors déjà, c'est très très simple au niveau de l'entreprise. Texas Pacific Land, c'est une entreprise qui est née de base, c'est une compagnie de chemin de fer au Texas, dans les années 1880. Ok, à un moment donné, ils ont découvert du pétrole et ils se sont rendus compte que finalement, eh bien, les terrains qu'ils avaient pour les chemins de fer étaient sur le bassin Permian. Donc c'est l'un des plus gros bassins de pétrole au monde et que finalement, ces terrains valaient une fortune puisqu'il y avait du pétrole dedans. À partir de ce moment-là, ils ont arrêté l'activité de chemin de fer et ils se sont focalisés sur le pétrole, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eux-mêmes foré les terrains. Ils ont simplement, sous-traité avec les majors, Chevron, Total, ExxonMobil, qui viennent en fait emprunter, louer les terrains de Texas Pacific Land, et en échange, les majors, donc Chevron, Total, etc., vont donner un loyer à Texas pour l'utilisation du terrain, et également une redevance par baril de pétrole extrait. Donc le business model, c'est très simple. Texas ont des terrains. En l'occurrence, exactement, ils ont 800 000 acres. Donc, un acre, c'est 4 000 m². Un hectare, pour vous donner l'idée, c'est 10 000 m². Première information. Deuxième information, pas tous les terrains sont exploitables. Et pas tous les terrains sont actuellement exploités. Ça veut dire que sur les 800 000 terrains, il y en a seulement 400 000. Ok, vous voyez, il y a deux chiffres, mais il y en a seulement 400 000 qui sont actuellement en service, avec des royalties, avec des pétrolières qui exploitent le pétrole. Et donc, la question, c'est, ok, on possède 800 000 acres. Sur ces 800 000, on en touche des royalties sur seulement 400 000. Pourquoi est-ce qu'on n'active pas les 400 000 restants pour avoir des royalties sur tous les terrains? En fait, pour deux raisons. Premièrement, raison juridique. Le droit texan est extrêmement simple de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien posséder les droits du sol, comme ce qu'a Texas Pacific Land, qui d'ailleurs je vais appeler TPL pour le reste de la vidéo, possède sur les 800 000 acres, mais ne pas posséder certains droits miniers, donc droits souterrains sur les terrains. Ok ? Et donc, dans ce cas-là, en fait, il peut y avoir pour un même acre deux propriétaires. Propriétaire du sol et propriétaire des ressources qu'il y a sous le sol. Et le droit texan dit que si vous possédez les droits du sol, eh bien, vous êtes prioritaire sur la partie terrain. Donc, ce qui veut dire que TPL, pour pas mal de terrains, elle est obligée de racheter également les droits miniers à des familles texans. Mais ça encore, c'est pas tellement la priorité. Puisque également, on a sur ces 400 000, donc il y a d'une part des terrains sur lesquels on possède que les droits du sol, il faudra acheter les droits souterrains, mais d'autre part, il y en a plein où on possède les deux. Et là, dans ce cas-là, on attend simplement une activation au niveau des majors. Que les majors arrivent, analysent le terrain, est-ce qu'il y a du pétrole? Oui, ok. Eh bien en fait, on va justement forer directement ici et on va payer une redevance à TPL. Et donc c'est pour ça qu'il y a également différentes qualités de terrain. Vous vous rendez bien compte, vous doutez bien que sur les 800 000 acres, il y a plein de terrains sur lesquels il n'y a pas énormément de pétrole. Et d'autres sur lesquels il y en a énormément. Donc là, on parle de tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 1, c'est parfait. Tiers 2, ça va. Tiers 3, c'est pas ouf.
TPL, 90% des terrains sont en tier 1. C'est super bien. Alors également, quelque chose qui est très important à comprendre et que l'on va développer, justement, comment est-ce qu'on va calculer ou comment est-ce qu'on va fixer, pricer, valoriser la redevance qu'on a par acre, par terrain finalement, que l'on va prendre au major, que les majors vont nous verser par baril. En fait, ça va varier en fonction de la qualité de votre terrain. Je pense que vous vous en doutez. Et là, chez TPL, enfin, on va en fait dans l'industrie, soit ça va être un 16e, un 8e ou un quart. Donc plus vous avez des terrains premium, plus vous pouvez demander une redevance importante à la major, puisque plus la major, et quand je dis major, évidemment, c'est les plus grosses pétrolières qui exploitent dans le bassin Permian, donc au Texas, eh bien, plus c'est rentable pour elle d'exploiter votre terrain, donc elle accepte de vous donner une redevance plus importante, ok. Et deuxièmement, là en fait on a, donc ça c'est la partie on va dire pétrole qu'on va développer dans la première partie de la vidéo de TPL, et ensuite il y a la partie water, puisque pour exploiter du pétrole, en fait quand vous extrayez, pour un baril de pétrole, il faut 4 barils d'eau d'utilisation, donc c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement consommateur d'eau, la partie pétrole. Mais c'est vraiment une partie là qui a une croissance de malade chez TPL, qui sont en train de développer et qui est un petit peu anticyclique et qui va également permettre, c'est pour ça que tout va faire sens, mais surtout les terrains sur lesquels on est en tier 3, il y en a très très peu. Et en plus de ça, on n'a pas les droits miniers, mais on a le droit du sol. Le droit du sol, en fait, on va construire dessus des pipelines que l'on va louer, et ça va être de l'eau qui vont être acheminées, en fait, comme vous voyez un petit peu là sur l'image, directement sur les puits au major, tout simplement. Donc c'est vraiment en fait la boucle est bouclée, et surtout TPL là-dessus, on va le voir. D'une part, en fait, ils vont acheminer l'eau au puits, et ensuite, quand l'eau ressort vraiment polluée, etc., ils vont la traiter. Okay, donc en fait ils sont vraiment sur la chaîne de valeur entièrement, et c'est vraiment là où ils se positionnent super bien. Alors avant de commencer, je vous mets ici le sommaire. Je vous ai expliqué, on va faire une première partie pétrole et une deuxième partie business de l'eau de TPL. Donc on va vraiment aller se focaliser sur qu'est-ce qu'un net royalty acre, la surface totale détenue sur TPL, les acres actives versus dormantes. Comment est-ce qu'on peut les activer? Comment est-ce qu'on peut les transformer? Comment est-ce qu'on peut les valoriser? On va vraiment voir tout ça ensemble. On va voir également surface, droit minier et pouvoir, comment ça se passe. Et enfin, sur la partie water, on ira voir pourquoi TPL s'est lancé dans l'eau, les 3 sources de revenus, la performance financière, contexte, action concrète, taille actuelle, potentiel à long terme, et enfin projet de dessalement innovant, là où vraiment ils ont un énorme avantage. Et avant vraiment de commencer la vidéo, j'ai posté aujourd'hui le PDF sur Warren Buffett que je viens d'exporter sur mon school. Le précédent PDF, donc c'était vraiment sur la partie guide d'investissement de Peter Lynch, ça avait cartonné, donc j'ai fait la même chose sur Warren Buffett. Donc ça c'est vraiment celui sur Peter Lynch qui d'ailleurs est accessible gratuitement. Là je vous parle vraiment c'est pas payant, là je vous parle vraiment du groupe School qui est privé mais gratuit. On est 1700 dessus, j'y mets 5 heures de formation, je mets ça à jour tout le temps, et surtout en fait j'y poste tous les contenus exclusifs que je poste pas sur Instagram ni sur LinkedIn, et encore moins sur YouTube. Donc voilà, en fait là vous avez vraiment toute la philosophie vraiment du Peter Lynch de ce côté-là. Et donc, je viens de poster exactement la même chose sur Warren Buffett. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a un premier commentaire de Florian, donc franchement magnifique. Il est vraiment incroyable. Et ensuite, vous avez la partie vraiment Classroom, où là, si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous encourage vraiment à aller vous abonner, puisque, en fait, augmentez vraiment vos compétences. Vous vous rendez pas compte de la valeur que ça peut vous apporter en termes d'argent, en termes de performance, des modules de 1 heure sur les rapports annuels, sur les ratios financiers, sur les options. Là, pareil, une énorme checklist sur tous les red flags, etc. que vous pouvez télécharger directement. Bref, je continue sur TPL, c'est vraiment ce qui nous intéresse, mais vous avez le lien en description, allez-y. Encore une fois, vous avez compris, l'entreprise est très très simple. Donc TPL est un des plus grands propriétaires fonciers du Texas, avec quasiment 900 000 acres, principalement dans le bassin Permian, le cœur vraiment du pétrole américain. Mais attention, TPL ne produit pas de pétrole. Son business model repose sur une logique d'actifs de rente avec très très peu de CAPEX. Donc le CAPEX, c'est Capital Expenditure, c'est le réinvestissement que vous en faites. En fait, ils ont vraiment, comme ils l'ont mis ici, 4 types de revenus. Ils ont premièrement Oil and Gas Royalties. Donc là, c'est des royalties classiques. Ils possèdent les droits miniers du terrain. Les majors exploitent dessus, ils ont des royalties qui tombent. 53% des revenus, c'est sur les royalties. Ensuite, là où ils n'ont pas les droits miniers, ou là où les terrains n'ont pas assez justement de pétrole, là, ça va être, ou qui sont pas encore activés, parce que justement, c'est ça en fait l'avantage de TPL, c'est que là, on a un baril qui est très peu cher, qui est très bas.
Imaginez si le baril augmente sur les 100 $, mais même les zones tier 3 seront extrêmement rentables. Donc en fait, on a vraiment un premium, et on a vraiment en fait une option, c'est comme si vous avez un call, une option d'achat à la hausse qui s'active plus le pétrole augmente. En fait, on a vraiment énormément de catalyseurs qui se mettent en place de manière à la chaîne, qui fait que l'action, elle explose. Donc c'est pour ça que cette partie Surface Lease, Assessment and Material, donc là c'est pour les initiales, hein, SLEM. Là, c'est tout simplement voilà, la location directement du sol, du terrain pour y acheminer des matériaux, des pipelines, que ce soit de l'eau, du pétrole, etc. Ensuite, la partie donc, vente d'eau, 21%. Et la partie justement Water Royalties, donc là c'est 15%. Ok, on va tout encore une fois voir ensemble. Donc les revenus sont donc générés via royalties non participantes, donc pas de capex ou finalement de capital expenditure lié au puits, mais exposition au prix du pétrole avec un premium à la hausse. Vente d'eau, donc là c'est la filiale Water, hein, TPL, enfin TPL, là c'est TP Water avec un W. Vend de l'eau de source pour le fracking. Le fracking, c'est la méthode dans le bassin de Permian, là où ils vont vraiment ressortir le pétrole, c'est avec du fracking, donc il faut énormément d'eau en fait. Ensuite, les royalties sur la partie production d'eau. Donc là, TPL va toucher une redevance fixe sur chaque baril d'eau injecté. Et ensuite, ça c'est la partie vraiment paiement de passage pour les pipelines, les routes, les lignes électriques, etc. Donc les matériaux, c'est par exemple le sable, vendu pour les infrastructures de forage. Et ensuite, la partie projet Next-Gen, là, ça va être stockage d'énergie, puisque également, au Texas, je fais pas un dessin, il y a pas mal de soleil, on est dans le désert, donc mettre des panneaux solaires, c'est ultra en ligne avec les politiques ESG et surtout en ligne avec, on va dire, enfin, c'est top quoi, de mettre là-bas des panneaux solaires, puisqu'il y a vraiment du soleil qui est tout le temps. Donc là, c'est pour ça qu'ils font une partie stockage d'énergie, également du minage de Bitcoin, et également une partie data center qui sont en train de développer. Puisque voilà, en fait, là-bas également, comme l'énergie elle est pas chère, comme vous avez Texas qui possède de l'eau, vous pouvez refroidir vous-même les data centers. Donc là, ils sont en train de mettre ça en place. Et c'est pour ça que c'est un petit peu acheter TPL. Sur la partie, que ce soit pétrole ou sur la partie water, c'est vraiment vendre les pelles à la rue vers l'or. C'est vraiment en fait cette idée-là. Parce que on sait très bien que c'est très très dur quand vous avez une nouvelle technologie qui émerge, en l'occurrence l'IA, d'en bénéficier en achetant directement les principaux acteurs. Par contre, quand vous possédez encore une fois le magasin de pelles, à tous les coups, vous êtes sûr de gagner. Donc quand vous possédez l'entreprise qui se positionne la mieux pour extraire du pétrole, donc de l'énergie, et balancer de l'eau avec le plus gros réseau du Texas, en fait, quoi qu'il arrive, des data centers, il va y en avoir plus. Enfin, il va y en avoir davantage. Donc, forcément, ça va passer par TPL. Mais on va y revenir. Donc la force du modèle économique, ça va être finalement des marges ultra hautes, pas de coûts de production, un bilan ultra solide, zéro dette, une croissance sans capex et une position stratégique dans le Permian. Leurs terres sont sur des zones premium et 90% des puits sont opérés par des majors, Chevron, Exxon, BP, etc. Ensuite, deuxièmement, pourquoi l'action TPL chute malgré des records? C'est-à-dire que les earnings sont super bons, pourtant on chute en bourse. Premièrement, ça va être la crainte de ralentissement des activités pétrolières. Le management anticipe une baisse potentielle d'activité et surtout, si le baril reste sous les 60 $, eh bien en fait, les majors pétrolières ne vont pas mettre du capex, ne vont pas mettre des nouveaux puits, vont simplement stabiliser les puits actuels, mais ne vont pas augmenter la production. Ce qui fait que les redevances de TPL ne vont pas non plus augmenter. Et également, on a un break-even à peu près sur les 55-60 dans le bassin Permian. Donc ce qui veut dire que si le baril va sur les 50, ce qui est très peu probable, et c'est pour ça que c'est très peu probable, en fait, tout le bassin Permian, donc toute l'exploration de l'exploitation de pétrole des États-Unis ne sera plus rentable, et donc ils vont devoir l'arrêter. Donc ça n'arrange pas les affaires de Trump ni même des États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'ils vont quand même se débrouiller pour que ça n'aille pas en dessous des 60. Mais si ça se passe, effectivement, ça serait vraiment pas bon, puisque là, pour le coup, toutes les majors vont arrêter les capex parce qu'ils vont pas creuser à perte. Ok, dans ce cas-là, ça serait vraiment pas bon pour TPL. D'où l'importance d'avoir ce service, on va dire, d'eau qui permettrait de faire un petit peu tampon. Et ce qui nous donne aujourd'hui une baisse de 50%, d'où justement la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Et vous allez voir la conclusion, la partie valorisation va vraiment vous intéresser et vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur vraiment comment valoriser ce type d'entreprise exactement avec toutes les informations que vous aurez. Donc pour les indicateurs cruciaux pour TPL, il faut regarder bien évidemment la production nette de nouveaux puits et en termes de latéral. Là, c'est en latéral, c'est-à-dire que combien de feet vous faites les latérales. Donc là, par exemple, record en Q1, donc ils ont 90 puits en net et qui font à peu près 9000 pieds. Donc c'est un indicateur d'activité future et de productivité des puits sur les terres TPL. La longueur latérale croissante multiplie les royalties par puits.
Ensuite, là, on a cette partie-là qui va être, c'est tout simplement le pipeline de nouveaux puits qui entreront en production dans les prochains trimestres, mais qui ne sont pas encore en production. C'est OK, les majors, elles ont fait une étude du terrain, elles ont vu qu'il y avait du pétrole à X% de probabilité, elles ont commencé à mettre un puits qui va pas tarder à rentrer en production. Encore une fois, là-dessus, TPL touche eh bien, la redevance au premier baril de pétrole extrait. Il faut déjà qu'il soit extrait, il faut que le premier baril de pétrole soit sorti. Ensuite, ça c'est une partie vraiment donc, revenus sécurisés via des escalators indexés sur l'inflation, donc en graduel. Donc voilà, c'est un cash flow qui est vraiment prévisible et peu sensible aux variations du prix du pétrole. Là-dessus, quoi qu'il arrive, c'est de la loc sur des contrats long terme. Okay, là, par exemple, voilà, à partir de 2026, on a 200 millions de revenus en plus. Ensuite, bah, voilà, partie évidemment prix du baril, impact direct sur les royalties. La rentabilité des zones voilà, tier 2, tier 3 dépend directement du prix du baril et la capacité d'innovation. Est-ce que finalement chez TPL, on va vraiment réussir ce tournant sur la partie water, sur la partie eau et vraiment innover et monétiser suffisamment cette innovation? Et là-dessus, pour cette première partie, en fait, pour TPL, la clé, c'est pas combien de barils il reste sous terre, parce que ça, c'est, on va pas dire illimité, mais c'est énorme le nombre de barils qu'il y a dans ce bassin-là. D'ailleurs, attends, je pourrais vous montrer peut-être, voilà, ici. Hop, je dois être un peu plus en haut. Ok, regardez, la Russie, c'est 9 millions de barils par jour qui sont extraits. L'Arabie, c'est 9 millions également. Permian, c'est 6,5. C'est énorme. Et après, vous avez Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Nigeria. C'est vraiment juste énorme, ok. Et d'ailleurs, TPL, on va le voir ensemble, ils ont à peu près entre 300 et enfin 200, 300, 400 au niveau des estimations barils de pétrole qui sont extraits sur ces terrains, ok. Donc on est sur à peu près, voilà, effectivement 5% de la production du bassin Permian qui passe vraiment par TPL, ok. Donc c'est pour ça que c'est pas combien de barils il reste sur terre, ça, il y en a, c'est pas un problème. Non, la question c'est à quel rythme les opérateurs, donc les majors, vont forer dessus dans les prochaines années. Et surtout, à quel rythme si le baril reste sur les 60-65. En gros, il y a du pétrole pour 30-50 ans et plus, que plus ça avance, plus on a des nouvelles technologies pour avoir des nouvelles méthodes de récupération. Mais le pétrole rentable avec des marges solides et en grande quantité, ça c'est moins garanti sans capex croissant côté opérateur. Donc effectivement, si demain encore une fois le baril explose, là voilà, tout va exploser, ça va être super. Mais si effectivement on reste dans une dynamique avec du pétrole qui reste sur les 60-65, on va pas avoir vraiment de catalyseur, si ce n'est de la qualité intrinsèque du business, le pricing power avec l'inflation et les redevances qui touchent en recurring. Ok, voilà, tout simplement. Donc le top 5 des risques chez TPL, c'est premièrement le déclin de l'activité dans le bassin perméable. Okay, donc ça, c'est le risque principal de court terme. Si le prix du baril reste sous les 60 pendant plusieurs mois, les opérateurs réduisent les rigs. Les rigs, c'est pour la partie forage de pétrole et les forages. Ça impacte directement les royalties de pétrole, 53% du baril. Voilà, même si TPL est très exposé au major, ces derniers peuvent ralentir progressivement les mises en production. Valorisation élevée, TPL se paye 50 fois les bénéfices. Alors ça, c'était 50 fois, c'était le début de semaine quand j'ai fait la presse. Là actuellement on est à 43, d'accord, on est à 43, donc vous allez voir que ça a vraiment baissé. Exposition directe au prix du pétrole, donc là c'est un business model ultra rentable mais très cyclique, donc c'est à dire que les royalties et les assetments, donc la partie vraiment location etc sur les terrains en surface sont liés à l'activité de forage. Donc le modèle voilà, OPEX free est très rentable mais reste extrêmement dépendant de la volatilité des prix de l'énergie, vous l'avez compris. Et monétisation, est-ce qu'on va réussir à monétiser cette partie là? Et également la partie concentration des clients dans le Permian. Là, on a 41% du CA qui est généré par 3 clients seulement. Alors après, moi, je trouve pas ça je trouve pas que c'est risqué puisque c'est des majors qui existent depuis de très très nombreuses années et qui sont très rentables. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de risque. Mais c'est vraiment voilà, ça à surveiller pour une évaluation complète de la thèse d'investissement TPL malgré son modèle qui est free capex et qui est avec des marges énormes. Alors là, très rapidement, on va aller voir, voilà, justement, cette partie, les zones tier 1, tier 2, tier 3, comment ça se passe. C'est très très simple. Ça serait vraiment les zones pétrolières qui sont classées voilà, selon leur rendement économique par puits. Tier 1, on a à peu près un IRR, donc un Internal Rate of Return de 30 à 50%, ce qui est énorme, c'est extrêmement rentable. C'est pour ça qu'on peut vraiment négocier des redevances élevées. Donc là, c'est vraiment le cœur du bassin. Okay, tier 2, on est entre 10 et 30%, c'est la périphérie. Et tier 3, c'est marginal, on est à moins de 10%. Voilà, on est loin du cœur du cœur. Okay, à noter, ces classifications évoluent, évidemment, c'est tout le point avec le temps, en fonction prix du baril, coût technologique, réglementation environnementale. Okay, donc le tiers 1, 30 à 50, tiers 2, 10 à 30, tiers 3, moins de 10%. Mais si demain les barils doublent,
tout ça, ça double et ça explose. Productivité, rentabilité, break-even. Donc là, focus sur la productivité supérieure d'une zone tier 1. Donc voilà, un puits tier 1 génère un impact économique significativement supérieur grâce à une production initiale. Donc 2 à 4 fois celle d'un puits en tier 2. IRR typique très attractif et un break-even qui va être compétitif. Là, on est souvent rentable à partir de 30 à 40 dollars le baril contre 60 à 80 pour une zone tier 2, tier 3. Donc là, ici, vous avez vraiment la production initiale en termes de barils par jour. Un puits, c'est à peu près 1000-1500 barils par jour en tier 1. Tier 2, c'est seulement 300 à 700. Tier 3, c'est 100 à 300. C'est très, très faible. Okay, là, je vous ai fait le schéma pour vous exposer tout ça. Toutes les sources, là, c'est vraiment la Dallas Fed. Donc, bon, vous pouvez pas voir mieux. Alors, pour que votre zone soit en tier 1, c'est très simple. Il faut que la géologie ait des caractéristiques supérieures. Voilà, niveau épaisseur, forte porosité, pour que vraiment on puisse avoir une pression qui est exercée sur le pétrole et qui puisse remonter tout seul à la surface sans qu'on ait besoin de rien faire. Et une haute saturation, évidemment, en hydrocarbures. Productivité, donc là, voilà, au tier 1, c'est vraiment 1000 à 1500 comme on l'a vu à l'instant. Break-even, 30 à 40. Également, infrastructure et accès, c'est-à-dire qu'on a déjà les pipelines à proximité, les usines de traitement, sources d'eau et voies de transport. Okay, donc voilà, ça c'est top. Ensuite, la partie stratégie et synthèse. Donc là, concrètement, pour TPL, où sont les actifs? Localisation dans les tiers 1, tiers 2, tiers 3, c'est la question qu'il faut se poser. Donc là, c'est tiers 1. Forage actif ou décroissant? Quelle est la dynamique de développement? Là, c'est plutôt flat actuellement avec la baisse du pétrole, mais là, par exemple, le Q2 qui est tombé il y a 2 jours, on a une reprise. L'acquisition en cours, est-ce qu'on a une expansion stratégique en achetant des nouveaux terrains? Break-even implicite, est-ce qu'on a une résistance aux fluctuations de prix? C'est-à-dire que plus on est bas, plus on est bon, je ne fais pas de dessin. Donc, importance des zones tier 1, vraiment meilleure résilience face aux fluctuations de prix, cash flow plus prévisible et élevé, plus grande flexibilité opérationnelle et valorisation premium des actifs. Okay, donc il faut vraiment évaluer la concentration des actifs dans les différentes zones tiers et leur potentiel. Il faut vraiment, des prix bas favorisent l'acquisition de zones tier 1, parce que là, ça va être là où c'est important pour TPL, de justement, quand on a des prix du pétrole bas, c'est là où il faut aller négocier avec les familles texanes pour leur acheter des zones en tier 1 parce que c'est beaucoup moins cher, puisque c'est beaucoup plus risqué finalement de les acheter, puisqu'on ne sait pas vraiment si le pétrole va peut-être rester pendant 10 ans sur les 60 dollars, et auquel cas, c'est là où vous avez des affaires à faire. Okay, et enfin, la création de valeur durable. Voilà, les opérateurs principalement positionnés dans les zones tier 1 comme TPL ont historiquement surperformé le marché grâce à des coûts plus bas et une meilleure résilience. D'accord? Et là, maintenant, je vous ai fait un récap de l'impact d'un prix du baril du pétrole à 100 dollars sur l'industrie et TPL. Directement, presque toutes les zones deviennent rentables, y compris tier 2, tier 3. Les majors et indépendants élargissent leur plan de forage. Les forages depuis plus longs et plus profonds, on dépasse les 10 000 pieds. Plan de capex des majors explose totalement. On a un effet d'entraînement. Plus de forage est égal plus de surface fees. Donc sur la partie terrain et sur la partie souterrain, sur la partie eau. Donc on a on a tout qui explose dans le business de TPL. On a également plus d'eau à gérer. Donc le segment, on a du x2, x3 sur la partie royalties. Surface, on a une reprise forte de l'activité. Et la water également, ça explose. Donc clairement, on a un effet double, volume plus prix. On a une expansion des infrastructures et on a la partie également water qui va vraiment augmenter. Donc à noter, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas de capex pour forer. Et donc là, vraiment, on se transforme en machine à imprimer du cash. On a un levier opérationnel exceptionnel. On n'a pas de capex, on a juste des marges qui explosent. Donc c'est vraiment le scénario très très bullish qui pourrait se passer sur TPL. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur les slides directement du dernier quarter qui est tombé donc avant-hier ou même hier, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc je vais commencer par le début. Effectivement, sur la partie oil and gas royalties, on a pour le Q2 2025 une augmentation, on est passé de 31,1 à 33,2, c'est positif. Pour le volume total d'eau vendue, là ça s'est effondré, mais c'est parce qu'en fait ils sont en train d'écrire quelque chose d'autre, donc on va l'aborder. Par contre, sur la partie vraiment royalties des volumes sur l'eau, là on a une forte augmentation. Et enfin pour la partie le prix de baril, là effectivement on est passé du Q2 2024 à 81 dollars à la 64, ok, mais on arrive à vraiment maintenir la partie royalties malgré cet effondrement donc du baril. Là ils vous font une petite comparaison, voilà, par exemple
Bah, depuis 2017, TPL, ça fait 37% par an en moyenne, le Nasdaq 18%, le S&P 15% et la partie, pétrole 4% par an. Donc effectivement, ça délivre. La partie water, donc le bénéfice net du segment water, on parle quand même d'une ça a vraiment explosé depuis 2020, on est passé de 50 millions à 139 millions. C'est des croissances qui sont vraiment double digit, donc qui sont des fortes croissances. Pour la partie donc Land and Resource Management, là voilà, on a une petite stagnation, mais qui encore une fois avec la partie eau vraiment permet de massivement augmenter. Là voilà, 100% bassin perméable. Bon, je passe directement, je vais vous expliquer directement une fois qu'on sera sur la slide. Voilà, bon ça c'est vraiment l'historique de TPL. Là ici vous avez vraiment la partie royalties, donc c'est en rouge, c'est la map du Texas. La partie là où ils ont la surface et donc les droits de passage, donc là en bleu, ici, 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 et la partie où il y a les deux. Là vraiment ici, là on est vraiment dans le cœur du bassin périum. C'est pour ça que c'est extrêmement bien positionné. Et vous avez qui est-ce qui contribue au revenu? Eh bien on voit qu'il y en a des super majors et des large caps indépendants. Ensuite, le bassin perméable, on l'a rapidement vu tout à l'heure. L'allocation de capital exceptionnelle, zéro dette, du cash, un retour au capital via share buyback et dividende, avec une part de dividende qui est bien plus importante que la partie share buyback. Et pour la partie capital investi, ou même tu vois, voilà, tout simplement sur cette partie, on l'a vraiment sur la partie haute, donc c'est un nouveau segment qui a ouvert en 2017-2018 sur l'entreprise. On a déjà amassé quasiment 1,5 milliard en l'espace voilà, en l'espace de 8 ans, et c'est vraiment exponentiel comme vous pouvez le voir précisément ici, avec vraiment un faible capex pour générer tout cet argent là sur la partie haut, puisque c'est vrai qu'il y a un peu plus de capex sur la partie haut que sur la partie pétrole. Ensuite, la partie allocation de capital, bon voilà, nous pensons que la clé pour maximiser la valeur des actionnaires est de maximiser la valeur intrinsèque par action, donc per share, donc toujours raisonner en per share. C'est très bien d'exploser le bénéfice net, mais si pour exploser le bénéfice net, vous devez soit mettre un énorme capex ou alors diluer les actionnaires en émettant des actions pour lever de la dette, finalement le per share, le earning per share, le free cash flow per share est vraiment il diminue, donc c'est un jeu à somme nulle pour les actionnaires. Mais là on voit bien qu'ils se focalisent là-dessus avec des rachats d'actions, avec vraiment voilà, une extraction maximum vraiment de l'héritage de leur actif qu'ils ont eu de par la scission, la partie M&A, donc la partie vraiment fusion-acquisition, et la partie croissance organique, avec ici le petit camembert sur ce qu'ils font du free cash flow. On a la comparaison par rapport à d'autres acteurs, notamment Landbridge voilà, et tous les autres acteurs. C'est vrai que TPL, pour la majorité, encore une fois, on va posséder la surface, l'eau et les royalties. Donc, ce qui fait vraiment un triptyque qui est exceptionnel pour l'inflation, pour la stabilité, pour l'augmentation du prix du pétrole, bref, vraiment pour énormément de contraintes, on peut vraiment en profiter et on en profite. Ici, vous avez une vue d'ensemble avec TPL qui se place parmi, effectivement, quand on compare des marges nettes de 64%, voilà, c'est vraiment en fait inexistant dans le S&P 500, c'est quasiment la seule entreprise. Donc c'est exceptionnel. Pareil ici, là, vous avez vraiment le net income par rapport à l'eau et directement à TPL les autres activités, mais c'est vrai que c'est juste exceptionnel, quoi. En fait, on voit que la majorité dans le S&P 500, voilà, c'est 9, 14, 18%. Et quand vous passez là, au-delà des 41%, c'est vraiment très rare. Là, vous avez la production donc, de pétrole dans le bassin perméable. On voit que ça a vraiment un bassin qui a débuté dans les années 2010. On a une explosion, on va dire une accélération en 2015, avec là voilà, ça augmente toujours. Alors c'est vrai qu'on a un ralentissement, mais si le pétrole augmente, ça va repartir. Et de toute façon, c'est tellement, en fait, le bassin est tellement énorme que finalement là, on a juste effectivement une stabilisation avec ce prix du baril qui a un petit peu baissé. Mais on voit bien qu'effectivement au niveau des rigs, donc les rigs c'est vraiment les infrastructures qu'on va mettre sur les puits pour pouvoir en faire des nouveaux ou alors optimiser un puits existant. Et voilà, on est passé du Q1 2023 avec un prix du baril qui était très élevé à 338 à la 273. Donc oui, ça baisse effectivement là-dessus. Ok, alors vous allez mieux voir comme ça. Donc ici vous avez effectivement les permis qui ont été donc délivrés pour ouvrir des nouveaux puits. On voit qu'on a effectivement une chute. Bon, c'est normal, encore une fois, il y a moins de demandes des majors puisque le baril du pétrole, encore une fois, il baisse un petit peu, même beaucoup, on l'a vu à l'instant. Deuxièmement, ici, vous avez vraiment, donc, alors ça, c'est les puits, d'accord, qui ont été construits, mais qui ne sont pas entrés en production, classés par depuis combien de temps est-ce qu'ils ont été construits. Par exemple, ici, on a tous les puits qui ont été construits il y a moins d'1 an. Donc là, on voit que pour l'année 2025, les puits qui ont été
construits mais pas entrés en production, il y en a 3080. OK. Et ici, vous avez directement donc tous les puits qui sont cette fois-ci rentrés en production, qui ont été donc construits et qui ont été et qui sont rentrés en production, classés également par OK. Ça fait combien de temps avant là qu'ils viennent de rentrer en production, ça faisait combien de temps qu'ils ont été construits? On voit que la majorité c'est inférieur à 1 an. Donc ça vous permet de voir effectivement que quand on ouvre un puits, la plupart du temps, soit on va le mettre en production sur l'année, ou alors on va quasiment jamais le mettre en production, puisqu'en fait il sera plus rentable, etc. etc. Ok, ça va nous aider pour la partie inventaire. Ensuite, là vous avez vraiment les grandes zones voilà, de la thèse d'investissement. Là vous avez les petites voilà, Texas Pacific Trust. Voilà, vous avez les petites photos un petit peu d'époque. Vous voyez, ils ont vraiment pas commencé de grand-chose. Bon, voilà, je passe. Ici, bon, on l'a un petit peu vu. Ça, c'est Oil and Gas Royalties. Et nous, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est la partie vraiment inventaire. Je vous ai dit que donc TPL, vous l'avez compris, reçoit des redevances par baril extraits de ces terrains. Bon, ces redevances-là, ça représente exactement en 2024, j'arrondis, 27 000 barils de pétrole par jour. Chaque journée, il y a ça. C'est la part qui revient de droit à TPL. Ensuite, on a l'inventaire en net. En fait, c'est en unité. Ça veut dire que, donc ça, alors c'est également classifié, donc les permis, également les puits qui ont été complétés, qui sont rentrés en production, et les puits qui ne sont pas encore en production, 11.1. Bon, là, on voit très bien que le Q1, on en avait 24.3, et le Q2, on en a 22.2. Mais en fait, c'est pas en nombre de puits, c'est vraiment en unité. C'est-à-dire que si, par exemple, TPL, je sais pas, possède 10% de 10 puits, et bien en fait, là, ça va être une seule unité, par exemple. Mais ce qui veut dire que là, ça a baissé, l'inventaire a baissé, mais le nombre de puits en production sur les terrains de TPL a augmenté. Donc on voit qu'en fait, ils se sont servis de donc l'inventaire. En fait, il y a plein de, vous voyez ici, là, de puits, il y en avait 13 au Q1, et là, il n'y en a plus que 11. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est rentrée en production. J'espère que c'est clair. Et donc, ce que l'on voudrait pour le Q3, ça serait qu'on ait des nouveaux puits qui s'ajoutent dans l'inventaire. Mais pour ça, il faut que des majors, elles se disent, je vais mettre du CAPEX pour aller essayer d'auditer des nouveaux terrains qui appartiennent à TPL, sur lesquels il y a potentiellement du pétrole, sur lesquels je vais potentiellement commencer à construire un puits, et sur lequel, possiblement, une fois qu'il sera construit, dans 6 mois, je le mettrai en production. Si le baril du pétrole, il a un prix qui est avantageux. Et ici, vous avez également par longueur, donc horizontale. Plus ça augmente, mieux c'est. Je crois que vous avez mis ici, voilà, précisément ici, vous voyez, donc là, permis, voilà, c'est les projets autorisés potentiels à court terme. Donc là, c'est l'unité, vraiment, c'est les puits forêts, mais pas finis et qui sont rapides à activer. 3-4 mois maximum. Et là, c'est les puits qui sont complétés, donc les puits terminés, prêts à produire maintenant. Et donc, voilà, c'est pas des barils par jour ou des puits entiers, c'est vraiment des puits nets équivalents basés sur la part de TPL. Voilà, donc si TPL a 20% d'intérêt sur 5 puits, ça compte comme un puits net directement. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, inventaire. Avant ça, je voulais commencer à aborder la notion voilà, des Net Royalties Acres, donc la partie NRA. Vraiment, comment est-ce que ça fonctionne chez TPL? Donc voilà, explication approfondie de ce segment-là. Donc c'est vraiment les acres qui versent des royalties. Et en fait, on va aller voir les actifs, VS les dormants, et le potentiel caché et valorisation pour les investisseurs finalement à long terme. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'un Net Royalty Acre? Donc là, c'est vraiment un net royalty acre représente une acre de terrain sur laquelle TPL détient le droit de recevoir une redevance, donc royalties, sur la production de pétrole ou gaz sans être opérateur ni supporteur de CAPEX. C'est-à-dire ils ne vont pas ajouter ce fameux investissement. Le modèle économique, donc TPL encaisse un pourcentage des revenus bruts de production, typiquement un 16e, un 8e, sans coût de forage ni OPEX. Donc on a vraiment revenu passif sans risque opérationnel ni investissement. Exemple concret, si un puits sur royalties qui possède produit donc pour 1 million de pétrole, eh bien TPL reçoit 62 500 ou alors, enfin voilà, ça dépend les deux, si elle est à un 16e ou un 8e de royalties pure. Donc zéro investissement, zéro coût opérationnel, on n'a que du cash qui rentre. Donc l'opérateur, il va produire, donc là, il en sort 1 million,
et ensuite il donne les royalties à TPL directement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors la surface totale détenue par TPL, vous commencez à le voir, c'est effectivement donc 873 000 acres. Et en fait, on a également les NRA actifs de 460. Mais alors là, en fait, il y a deux chiffres. On a ce chiffre-là de 460 qui va être en fait la surface totale utilisée chez TPL. Mais pour que ce soit le plus simple, ce que font pour comparer en fait deux actes de la même manière, on va venir normaliser le tout aux critères standards de l'industrie, à savoir 1/8. Et quand on normalise le tout à 1/8, là, on a 207 000 acres. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, sur les 460 qui sont effectivement actifs, bah, il y a la moitié en fait, sur lesquels on n'a pas énormément de redevances. D'accord, on n'a pas des redevances qui sont énormes. Donc si on prend uniquement, on normalise sur lesquels TPL à 1/8, là on est encore une fois à 207 000. Voilà. Donc la répartition géographique, les terres de TPL sont concentrées dans le Permian Bassin, voilà, principalement dans les sous-bassins Midland et Delaware, c'est ultra qualitatif. Le potentiel caché, voilà, c'est les 400 000 acres de surface supplémentaires qui sont possiblement convertibles en acres actifs à l'avenir, constituant un pipeline de croissance organique sans investissement. Donc là, voilà, le rapport, c'est TPL, SEC. Donc voilà, la répartition, on a à peu près, voilà, on a, on va dire, plus de la moitié qui sont actifs, et voilà, on a moins de la moitié qui sont pas encore actifs. Alors pour ce qui est de la répartition donc des net royalties acres, donc actifs versus dormants, donc la partie active, on l'a vu ensemble, c'est 460 000, donc c'est ça qui produit vraiment la partie des royalties. Ça représente également 53% de la surface totale de TPL, ça coïncide également avec les 53% de revenus de TPL, bon ça là c'est coïncidence. Donc ce sont vraiment voilà, les acres actuellement exploités et rentabilisés par des opérateurs. Et la partie dormant, donc selon Horizon Kinetics, c'est un actionnaire de TPL depuis les années 2000 qui possède 10% de l'entreprise et qui a 60% de son fonds dessus. Donc, alors oui, il prêche pour sa paroisse, c'est-à-dire qu'il est... au-delà du fait qu'il soit convaincu, puisqu'il a 60% de son fonds dessus, il a gagné des milliards avec cet investissement-là. Il surperforme le S&P 500 grâce à cet investissement. En fait, il a vraiment un fonds qui est orienté vraiment sur ce type d'entreprise, utilities, avec une partie, avec vraiment des actifs immobiliers contre l'inflation, etc. Au-delà de ce fait-là, étant donné qu'il est actionnaire quasiment majoritaire, il a tout intérêt à vraiment gonfler ce chiffre-là, ou du moins à vendre, alors pas à vendre du rêve, mais à être ultra optimiste sur cette partie. Donc selon Horizon Kinetics, TPL possède donc un potentiel total de 650-700 000 donc net royalties acres, okay, ce qui serait vraiment énorme. Donc il y aurait potentiellement 200 000 acres dormantes à activer potentiellement progressivement. Soit si le baril du pétrole demain il augmente, ça va s'activer très très rapidement, ou alors tout simplement en l'activant petit à petit à mesure où les puits actuels s'érodent un petit peu, perdent en productivité, les majors vont en remplacer sur d'autres parcelles, et à ce moment-là on pourra les activer pour on va dire rebalancer comme ça et renouveler surtout le portefeuille. Donc représente un upside potentiel de plus 40 à 50% par rapport vraiment à celles qui sont actives actuellement. Et donc processus d'activation, donc décision de forage de la part des majors, prix du pétrole, si ça augmente, on va forer plus, et développement technologique permet justement d'exploiter des nouvelles zones jusqu'ici non rentables. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, mais je pense que c'est pas besoin de vous l'expliquer. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi TPL ne publie pas le chiffre exact justement de ces net royalties acres qui sont dormantes et qui peuvent être activées. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que pour des raisons officielles, c'est quoi? Le chiffre n'est pas publié, simplement, il y a un potentiel difficile à certifier sans activité géologique concrète, tant qu'on n'a pas vraiment audité complètement le terrain, à quel point il est rentable, à quel point on peut le mettre en net, donc royalty acre. Est-ce qu'on va le mettre en 1/100, 1/16 ou 1/8 ou 1/4 directement? Également, éviter de créer des attentes spéculatives sur des actifs qui sont non productifs. Et enfin, dépendance au plan de forage des opérateurs tiers. Donc en fait, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que oui, il y en a X à activer. C'est qu'en fait, ça dépend du prix du pétrole, ça dépend des accords. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend si on a les droits miniers, encore une fois. Donc ça va dépendre de plein de choses là-dessus. Et donc pour ce qui est vraiment des estimations, encore une fois, et puis on a Kinetic qui nous dit à peu près entre 600 et 700 000. Et on a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment cette réserve cachée d'acres dormantes qui représente un potentiel de croissance qui est vraiment organique.
enfin organique sur la partie sur laquelle il possède les droits, significatif qui n'est généralement pas intégré dans les valorisations de marché. Là, le marché valorise principalement eh bien, les actes qui sont actifs actuellement, mais pas le potentiel complet. Donc c'est pour ça que si le baril explose, bah, en fait, on va pouvoir vraiment démultiplier justement, ces royalties par acre. Et comment justement activer les acres dormantes? Bah, trois vraiment stratégies. La première, c'est attente passive. On attend que les opérateurs déploient leur programme de forage sur les terres de TPL. Zéro capex, risque nul, timing un petit peu incertain. Incentive, alors qu'ils font quasiment jamais, mais là on va proposer des conditions avantageuses pour accélérer le forage dans des zones dormantes, c'est-à-dire on va vous réduire un petit peu les royalties que l'on va prendre, des choses comme ça. Donc ça réduit les marges et donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Acquisition, là c'est vraiment eh bien, un achat supplémentaire pour densifier le portefeuille existant, notamment qu'ils ont fait, vous voyez, là on pourra aller le voir après, qu'ils ont fait sur cette partie-là. Là par exemple, voilà, ils mettent vraiment, là donc là ils ont acquis, là attendez, hop, voilà, ici par exemple, là ils ont acheté donc 7470, donc royalty acre net pour 286 millions et ils prévoient dessus, voilà, concrètement là-dessus, eh bien, pour chaque, enfin, pas pour chaque justement, mais pour la totale, ça va rajouter 1300 barils par jour et ça va monter à 2000 par jour parce qu'actuellement, il y a des puits qui sont justement déjà construits mais pas encore en production. Et voilà où ils les ont achetés. On voit qu'ils les ont achetés dans le bassin principal, d'accord? Donc Loving, et également Midland. Midland, c'est le bassin où il y a énormément de tiers 1. Donc c'est très très bien. Ils n'ont pas commencé. Vous voyez ici, là, ils ont fait une acquisition ici, mais c'est peut-être une acquisition stratégique. Mais ils n'ont pas commencé à acheter une terre ici qui pourrit, qui irait à l'encontre de leur stratégie à long terme. Ok? Donc voilà, ici, là, on va y revenir. Mais c'est vraiment les trois stratégies. Donc, attente passive, incentive, acquisition. Donc, acquisition, c'est à qui? Eh bien, encore une fois, ça va être voilà, à des personnes qui possèdent le droit minier directement. Ou là, voilà, je vous l'ai mis également pour toute l'année 2024, ce que ça leur a coûté au total. Ça leur a coûté donc 395 millions donc, d'acquisition de nouvelles terres. Donc, l'origine également est acquisition des droits miniers. Alors, plusieurs sources voilà, d'acquisition justement, donc on va acheter principalement des droits miniers auprès des familles texanes, donc possédant des droits historiques, des ranges privés, donc cherchant à monétiser leurs actifs, ou alors des petits propriétaires qui n'ont pas les moyens finalement de faire ce que fait TPL. Donc séparation des droits, voilà, dans le bassin pyramide, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais c'est super simple. En fait, voilà, on peut posséder la surface sans les droits miniers sous-jacents. Donc TPL peut détenir les droits miniers sans être propriétaire de la surface également. On peut avoir les deux côtés. Dans certains cas, TPL possède les deux, c'est la situation optimale, et c'est-à-dire la majorité. Et donc là, voilà, accès et négociation. Eh bien, un détenteur de droits miniers peut négocier l'accès à la surface. Donc TPL va négocier avec les opérateurs majors pour maximiser justement ses revenus. Et donc voilà, le modèle optimal, détenir les droits sur des zones où les majors prévoient des fourrages évidemment. Alors c'est vrai que dans la plupart du temps, ils trouvent toujours des compromis puisque parce qu'en fait sinon ça passe directement avec les avocats etc. et c'est pas bon pour les deux parties. Donc généralement c'est toujours dans 99% des cas de ce que j'avais vu, c'est des ententes à l'amiable où ils signent des contrats ensemble et puis en fait voilà, si TPL n'a pas les droits miniers, ils s'arrangent. Est-ce que c'est plus optimal pour l'un ou pour l'autre? Et dans le cas où ça n'aboutit pas, bah, la personne qui a le droit minier autorise totalement donc voilà, TPL à avoir les droits, enfin à garder ses droits de surface et s'arrange en conséquence pour que les pipelines etc. puissent passer quand même. Enfin il n'y a aucun problème là-dessus. Du moins pas, il n'y a pas encore eu de, enfin, il n'y a pas encore eu de problème de ce côté-là. Alors maintenant, je vais passer voilà, surface, droit minier et pouvoir. Bah, qui décide? En fait, hiérarchie des pouvoirs, c'est très simple, c'est vraiment la personne qui a le droit minier. Voilà, je vous synthétise. Voilà, donc contrôle total du terrain de l'exploration, surface plus droit plus puits. Donc là, on a revenu royalties 1/8, 1/16, qui est idéal pour TPL revenu maximal. Droit minier seul sans surface, bah là voilà, on peut autoriser le forage même sans le terrain. C'est-à-dire que si vous avez les droits miniers, vous n'avez pas le droit du sol, eh bien vous pouvez quand même autoriser le forage, ok? Et la surface seule, donc là, peut exiger des assessments donc et compensations, génère des revenus donc via l'eau, les accès, etc. Et ne peut pas bloquer le forage par détenteur légitime. Et après, encore une fois, comme TPL est l'un des plus gros propriétaires fonciers du Texas sur cette partie-là, personne n'a intérêt en fait à se brouiller avec, puisque si c'est pas sur ce terrain-là, vous qui possédez le terrain, vous avez certainement un autre terrain sur lequel par contre TPL possède les droits miniers par exemple. Donc c'est pas intéressant pour vous
d'y aller comme ça. Donc résumé visuel, c'est très très simple. Les types d'acres chez TPL, on a vraiment eh bien, surface droit plus puits, c'est top. Surface droit, pas de puits, d'accord? Là, on est en attente. Surface seule, donc là, bah voilà, on n'a pas les puits et on n'y a pas le droit de toute façon. Forage possible, oui, pas encore. Et ça dépend vraiment du détenteur. Est-ce qu'il est prêt à vous le vendre? Génère du revenu royalties. Donc là, en fait, on génère pas de revenus sur la partie pétrole, mais la partie vraiment acheminement, etc. Et adapté, voilà, comme net royalty acre, oui. Et là, c'est en dormant. Et là, en fait, ce n'est pas, entre guillemets, compté, clairement pas, parce que, en fait, on n'a pas encore acheté directement, on n'a pas encore fait l'acquisition. Donc, l'upsale, enfin, premièrement, effet boule de neige latent, c'est-à-dire plus de forage, plus d'acre, d'activité, donc plus de free cash flow. Upside invisible, le marché valorise souvent uniquement les acquis actuellement actifs, ignorant le potentiel dormant complet. Et la stratégie d'accumulation, TPL augmente progressivement ses droits miniers via acquisition opportunistique. Donc on est quand même ultra bien. Et les points de vigilance et catalyseurs, premièrement, surveillance des plans de forage, évolution des prix de pétrole, scénario 100 $, on l'a vu ensemble, activation des zones tier 2, tier 3, c'est parfait. Publication et rachat, donc annonce d'acquisition, comme ce que l'on a fait en mai 2024. Alors ça, voyez, pareil, c'est 41 000. En fait, ces 41 000, c'est pas normalisé. Si on normalise à 1/8, on tombe bien en deçà. Et voilà, suivi spécialisé. Voilà, allez voir des fonds comme Horizon Kinetic, même si ça vaut ce que ça vaut, parce qu'ils sont vraiment l'incentive à nous vendre un petit peu un upsale. C'est vrai que là, actuellement, maintenant, avec un baril entre 60, 65, 70, c'est uniquement les zones 1, voire les zones 2 qui sont vraiment actives. Et donc voilà, le reste, ça peine un petit peu à s'activer. Et on l'a très bien vu ensemble, que ça soit au niveau, je remonte un petit peu, au niveau vraiment de l'inventaire. On n'a pas non plus énormément de... Ou même ici, là, cette slide-là, vous voyez, au niveau des permis, on a payé une explosion. Alors que si le baril il explose, vous voyez par exemple du Q1 2024 au Q2 2024, le baril avait augmenté. On a vraiment une augmentation directement, ça se répercute par le nombre de barils. Permis, excusez-moi. Ok, écoutez, je pense qu'il est temps de s'attaquer à la deuxième partie de Texas Pacific Land, la partie Water, que l'on va d'abord voir ensemble, et ensuite on ira voir vraiment sur la partie présentation du segment Water chez TPL qui est en explosion, d'accord? Il est vraiment en explosion. Et d'ailleurs, ce chiffre-là, je pense qu'il est assez parlant. Voilà, ici, on a actuellement 33% de croissance annuelle et historiquement, on a une croissance qui est... En fait, on tape du 30% par an de croissance, donc c'est vraiment super. Donc pourquoi TPL s'est lancé dans l'eau? En fait, ça vient vraiment d'un raisonnement qui est logique, qui est rationnel, ok? C'est oui, on va avoir plus de revenus, mais avant tout, c'est devant nous. C'est ok, on a toutes les infrastructures pour mettre ça en place, on va le mettre en place tout simplement. Alors, l'historique et la logique stratégique est très simple. Ok, on possède 900 000 acres sur le bassin Perignam qui possède énormément de pétrole. L'exploitation d'un seul puits nécessite des millions de gallons d'eau, je dis bien des millions, et génère aussi de l'eau polluée. D'accord? Et en tant que propriétaire foncier, TPL a vu une opportunité de transformation de ces terres en infrastructure hydraulique lucrative. Donc, le potentiel économique identifié, revenu de fourniture d'eau fraîche aux opérateurs de l'eau de source, revenu de traitement des eaux usées, donc ça c'est l'eau qui est déjà produite, et le développement de technologies propriétaires, par exemple la congélation de l'eau qu'ils font eux-mêmes pour enlever le sel de l'eau, et la partie recyclage. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un seul puits de pétrole forêt, on parle entre 10 000 et 50 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est 1 mètre cube, c'est 1000 litres d'eau, excusez-moi, c'est énorme. Donc l'objectif stratégique, c'est devenir le guichet unique de l'eau industrielle pour les opérateurs pétroliers du Perignam Bassin, tout en développant un modèle OPEX free basé sur les royalties. Voilà, et donc on va venir vraiment détailler les 3 sources de revenus sur le segment, donc vous l'avez ici, Texas Pacific Water Resources, donc TPWR, filiale à 100% de TPL.
On va avoir 3 segments, water sales. Donc là, vente d'eau de source pour le fracking. On va venir capter directement sur les terres de TPL, enfin TPL va venir directement le capter, enfin capter l'eau sur ses propres terres. Deuxièmement, les royalties sur l'eau. TPL touche un fees qui est fixe par baril d'eau usée injectée. Donc c'est vraiment par baril d'eau injectée et pas la vente elle-même. Donc là, injection sur son sol est égale revenu passif directement. Ensuite, on a les assessments, location d'équipement, station, caliche, excusez-moi, c'est un matériau avec le sable qu'ils utilisent pour le pétrole, utilisé pour les routes d'accès au puits. Donc là, permis temporaire, station, infrastructure. C'est un petit peu le même segment que ce qu'on a là sur la partie pétrole. La performance financière de 2024 sur ce segment, on a donc les revenus segment water plus 33%, water sales plus 34%, on est à 150 millions. Ensuite, les royalties, plus 23%. Et on a un plus 37% des revenus totaux de TPL en 2 ans. Marge brute, on a entre 50 et 60% avec une croissance régulière. Ici, je vous ai mis avec un truc de codage directement, voyez, pour que vous imaginer, donc en fait, on a vraiment une augmentation, quoi. C'est de 2023 à 2024. Voilà, on était à 200 et quelques là, donc alors on n'a pas les ventes totales pour 2023, mais on était à 200, on va dire 6, 7. Et là, en fait, on est directement à 265, quoi. Donc c'est énorme en termes de millions pour une entreprise de cette taille. Donc la croissance solide et récurrente, le segment water est devenu un pilier stratégique de TPL avec une croissance régulière qui offre une diversification par rapport aux revenus pétroliers traditionnels. Et en fait, surtout, ça leur permet vraiment de monétiser pas mal, enfin la partie également, là où ils n'ont pas le souterrain, mais ils ont uniquement la surface avec justement les redevances où ils vont vraiment transporter l'eau, d'accord. Donc le poids dans le chiffre d'affaires de TPL, on est quand même à 37% des revenus totaux, on a une croissance annuelle de 33 également, enfin 37%, excusez-moi, et là c'est 33%, et la répartition des revenus, c'est water sales 57% et water royalties 43%, c'est massif. Ensuite, contexte, l'eau, enjeu crucial du Permian bassin. Effectivement, le shale oil, c'est assoiffé, entre guillemets, c'est vraiment, voilà, il faut de la flotte. Chaque puits forêt consomme, on l'a vu ensemble, entre 10 000 et 50 000 mètres cubes d'eau douce. À l'inverse, il recrache des volumes massifs d'eau polluée, souvent 3 à 10 fois le volume d'huile extraite, donc le volume de pétrole extrait. Par exemple, pour 2024, on a extrait 2 milliards de barils du bassin Permian, mais on a utilisé 6 milliards de barils d'eau. C'est colossal. Donc 6 milliards de barils d'eau générés pour 2 milliards de barils de pétrole. On a une proportion de 1 pour 4 à peu près en moyenne. Ça dépend encore une fois du type de pétrole. Enfin pas du type de pétrole, mais surtout de l'accessibilité et des zones. Si vous avez une zone 3, il va falloir mettre beaucoup plus d'eau pour aller chercher le pétrole. Donc problème majeur, stress hydraulique dans la région, donc dépendance aux aquifères profonds, en l'occurrence c'est TPL qui en a pas mal, risques environnementaux et réglementaires sur les injections souterraines. En fait, on parle carrément de risque sismique. On injecte tellement d'eau en souterrain que ça décale les nappes. Et donc, on a vraiment des risques de tremblement de terre, littéralement, en rejetant comme ça 6 milliards de barils uniquement sur une seule année. Donc, les producteurs veulent réduire leur empreinte, réutiliser plus d'eau et limiter les coûts d'élimination. Parce que, également, c'est une catastrophique pour l'environnement de rejeter cette eau-là directement dans les sols comme ça et qui est vraiment pleine d'hydrocarbures. C'est vraiment pas bon du tout. Et donc, c'est pour ça que TPL là-dessus a vraiment son rôle qui est super. Donc, les opérations concrètes et innovations, plusieurs choses. Premièrement, fourniture d'eau douce basique, donc captée depuis ses propres aquifères sur les terres de TPL. Infrastructure de livraison par pipeline interne propriétaire. Donc c'est pour ça qu'en fait on a un peu plus de capex et ça a été pas mal critiqué par les personnes. Oui, de base, TPL c'est capex free, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investissement et là ça y est, ils veulent vraiment dépenser l'argent que normalement ils nous donnent en dividende pour justement ce nouveau segment-là, parce que là on est propriétaire des pipelines qui passent sur nos propres terres. Donc on a, oui, une part... donc en fait on est dans le cas 1, pétrole, c'est Chevron qui a les pipelines qui passent sur le sol et TPL dit moi je vous autorise à passer sur mon sol mais passer à la caisse royalties, où là c'est directement Texas qui va lui-même faire le pipeline pour acheminer ça aux zones dans les différentes zones de Permian, du bassin.
jusqu'au major. Et donc là, ils vont d'une part eh bien, facturer en termes de volume d'eau et également en termes de royalties là-dessus. D'accord? Donc, c'est vraiment des revenus réguliers qui sont indexés sur le volume vendu aux opérateurs. Mais la conclusion pour cette deuxième ligne, c'est que oui, ça demande un peu plus de CAPEX sur le coup pour bâtir tout ça. Donc, collecte et gestion de l'eau qui est finalement déjà produite et déjà très très polluée. Là, on va avoir un système de collecte, stockage, pipeline, retour. L'aller, le retour, la boucle est bouclée. Objectif prioritaire, donc objectif d'injection, privilégier la réutilisation et le traitement. Royalty sur chaque baril injecté, c'est des revenus passifs, parce que quoi qu'il arrive, il va falloir injecter de l'eau. D'accord? Donc là-dessus, ça tombe tout le temps. Projet stratégique de dessalement. Donc technologie propriétaire en développement. Donc là, ils vont vraiment, dessalement par la congélation, moins énergivore que l'osmose inverse. C'est ce qu'ils faisaient habituellement dans cette industrie. Potentiellement plus efficace pour l'eau très salée. Valorisation économique d'un déchet coûteux à éliminer. Puisque là, concrètement, si ils arrivent à mettre moins d'énergie pour dessaler l'eau, forcément les marges augmentent. D'accord? Et là, en fait, on est en phase, je vais vous montrer les phases, il y a différentes phases. On a déjà fait la 1A, là c'est la 2B pour justement ouvrir cette première, cette première usine où l'on va commencer. Donc fourniture d'eau, voilà, gestion de l'eau produite également et le dessalement par congélation. C'est vraiment les trois segments là-dessus d'innovation. Donc le potentiel et les futurs, dessalement et croissance scalable. Scalable, c'est vraiment est-ce que vous pouvez passer de 1 à 10 et de 10 à 100 sans grande difficulté. Là, on va le voir ensemble. Donc un marché adressable et potentiel. Donc le Permian génère des milliards de barils d'eau usés chaque année. Les coûts de traitement d'injection sont énormes. On parle de 70 à 1 euro, à 1,20 $ par baril. Alors, ça peut peut-être vous paraître minime, mais quand on est sur un marché de 6 milliards, avec une boîte qui cote, je mets des grosses guillemets, parce que c'est quand même très cher, mais à 17-18 milliards de market cap, c'est pas non plus énorme, d'accord? Et surtout, qu'on compare à ce qui, nous, vraiment, en comparaison, on parle seulement, vous voyez, vente d'eau et la partie eau usée. Donc là, on parle de, en fait, on capte 104 millions, excusez-moi, sur vraiment 6 milliards de barils. Donc on a un potentiel qui est vraiment assez important. Donc voilà, en captant seulement 10% de ce marché, cette filiale de Texas Pacific Land peut générer plusieurs centaines de millions de revenus récurrents. Donc l'état du projet de dessalement, justement, donc ça c'est la phase 2B. Donc c'est en cours depuis 2024. Résultat de la phase précédente, donc congélation était à séparation naturelle du sel avec l'utilisation d'énergie renouvelable possible. Et donc là, on a un coût inférieur au 1 $. On a 37% donc des revenus de TPL. Donc voilà, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est super quoi. Donc on a vraiment un avantage économique, revenus récurrents, faible corrélé au prix du pétrole, croissance exponentielle et scalable, puisque une fois qu'on a les infrastructures, une fois qu'on a les contrats, une fois qu'on a les terrains, ça tombe bien, on les a déjà. Et la technologie propriétaire, eh bien, on n'a plus qu'à encaisser et on n'a plus qu'à attendre soit que le baril du pétrole augmente et là on va passer en fait de 6 milliards de barils d'eau à peut-être à 12 milliards et là en fait ça va être la partie TPL pétrole qui va exploser, la partie water qui va exploser, c'est ce que l'on souhaite, ou alors actuellement on a une petite zone de creux, ce qui nous permet justement de rentrer sur l'entreprise, quoique vous allez voir c'est quand même encore assez cher au prix actuel et c'est pour ça vraiment que je vous fais cette vidéo maintenant puisque encore une fois, je reprends l'exemple de Parex parce que Parex, par exemple, ça s'était effondré. Et j'avais fait la vidéo quand j'avais mis directement un peu plus de 20 000 balles dessus. Le problème, c'est que vous n'étiez pas suffisamment psychologiquement armé pour avoir le recul d'aller déjà sur les small caps, c'est très compliqué, et surtout de faire l'analyse de votre côté. Puis vous n'avez pas non plus les compétences pour le faire. Donc, pour certains. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui, en fait, se sont dit, oui, c'est un couteau qui tombe, etc. J'y vais pas, ou du moins, ça me dépasse, j'arrive pas trop à faire l'analyse, donc je passe mon chemin. Là, avec TPL, on a déjà une entreprise qui, en fait, est beaucoup plus stable que Parex, elle est beaucoup plus sur du recurring, même si Parex, l'avantage, c'est que ça se négocie à 3 fois les bénéfices, avec 0 dette, avec 3 ans de réserve, donc il n'y avait aucun risque que ça se passe mal, à part si le gouvernement colombien passait en guerre civile, mais voilà, je prenais le risque. Mais là, sur TPL, on a un truc qui est totalement différent, et également le fait de vous faire la vidéo maintenant, c'est que là, ça vous permet, ça y est, en fait, de faire le taf de votre côté, et de vous dire, ok, j'ai peut-être 1, 2, 3, 4 mois pour que la baisse continue et pour acheter l'entreprise et pour être prêt pour l'acheter. Tout est question d'être préparé quand il y a l'opportunité qui arrive. Parce que là, encore une fois, TPL, selon moi, c'est encore un petit peu cher. Mais on va voir sur la partie, par exemple, quand on dézoome le PE,
on voit bien qu'en fait, on a une cyclicité qui est due à l'industrie qui est énorme. C'est comme Total Energy, c'est comme Exxon, c'est comme Chevron, c'est comme BP. Toutes ces boîtes-là sont extrêmement cycliques de par vraiment leur industrie et leur secteur. Donc, il faut en profiter. Là, on voit qu'on a à chaque fois des phases d'excès, de normalisation. Là, on était clairement en phase d'excès. Et là, on est clairement en phase de normalisation avec, vous l'avez vu, les permis pour les barils, pour les nouveaux puits sur le marché imperméable qui baissent un petit peu avec l'inventaire qui baisse un petit peu également chez TPL. Donc évidemment, le marché reprice l'entreprise à la baisse et c'est totalement normal. Mais soyez-en sûrs, je ne peux pas vous dire ça parce que même moi, j'en suis pas sûr, mais du moins, j'ai de la conviction que c'est cyclique et que le baril soit va remonter, soit va se stabiliser. Et même si ça ne remonte pas, dans l'état actuel des choses, on a une boîte qui est exceptionnelle, avec un actif immobilier qui est exceptionnel, et avec cette partie water qui ne fait qu'augmenter. Donc en fait, vous êtes possiblement simplement payé à déjà recevoir des royalties en attendant une reprise du pétrole. Okay, et étant donné également quand vous regardez un petit peu bien les problématiques qu'on a sur l'énergie actuellement, avec de plus en plus de majors comme Total, par exemple, qui vont sur l'énergie renouvelable et qui abandonnent un petit peu la partie pétrole. Oui, mais si vous regardez les chiffres en face, on a besoin de pétrole. Ça, c'est un fait. On en a besoin, d'accord. Donc, pour plein de raisons, me font penser qu'il y a de grandes chances, avec la normalisation qu'on a, que TPL puisse passer de 43 les bénéfices à 35 fois les bénéfices à 30 fois les bénéfices. Ça serait exceptionnel en termes d'opportunités. Et il ne faudra pas le louper. Il faudra rentrer pour du long terme si vous avez la conviction, si vous connaissez bien le business et si, évidemment, ça s'intègre dans votre portefeuille et si, évidemment, vous faites le travail de votre côté. Moi, mes vidéos, encore une fois, c'est vraiment fait pour, je le dis souvent, vous permettre de dégrossir. Vous voyez, en fait, là, il y a plein de sujets que vous ne trouverez jamais sur Internet parce que ce type d'analyse, ce n'est pas fait ailleurs. Donc, en fait, je creuse pour vous. Ensuite, avec la connaissance que vous en avez, là, vous pouvez aller tranquillement, aller feuilleter les ressources, aller feuilleter, par exemple, il y a un fonds Gotham City qui a sorti une analyse que j'ai lue de long en large, qui est super intéressante, de critique justement, sur plus particulièrement Lendbridge. Lendbridge, c'est un concurrent qui est uniquement sur la partie water. On pourrait en dédier toute une vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, là, vous avez tout dans vos mains pour justement pouvoir creuser sur cette industrie-là, sur cette entreprise-là qui est ultra intéressante pour être prêt le jour où ça va baisser. Et vu comment là, ça s'accélère, il y a de grandes chances que peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, ça soit super intéressant de rentrer. Et moi, je n'hésiterai pas par rapport à mon portefeuille à mettre 30-40 000 euros sans problème sur cette entreprise-là. Donc voilà un petit peu le petit, pas la conclusion, mais comment est-ce que je vois vraiment cet investissement-là dans mon portefeuille. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant, là, si je vous mets le résultat, là, maintenant, justement, du Q2 2025, donc qui est tombé il y a 2 jours. Donc, en fait, on a justement, donc voilà, les net royalty hack, encore une fois, normalisés à 1/8, donc 207 000 au total. Ils ont fait également une acquisition de 177 net royalty acres supplémentaires pour 3,5 en H1 2025, donc c'est tout petit, mais bon, voilà, c'est une petite acquisition. Production en forte hausse, là, ça a explosé, plus 33%, parce qu'ils ont converti des unités d'inventaire en puits effectifs. Les majors l'ont fait sur leur terrain. Texas Pacific Water Resources, on a un shift, stratégique avec plus 21% de royalties versus moins 37% sur la partie vente eau. Parce que, là-dessus, en fait, ils ont construit justement l'usine de dessalement qui va pouvoir justement apporter supplémentaire 10 000 barils par jour. Donc, ça va repartir sur cette partie-là. Et puis, le assessment, donc sur les terrains en propre, sur la partie, surface, on a plus 136% versus le Q2 2024. Donc sur une année complète, on a un plus 136% d'augmentation. Effectivement, là, regardez, on était à 18, on est passé ici là à 23, 24. 33, excusez-moi. Hop, oui, c'est effectivement 33. Donc plus 15 millions également d'augmentation sur les assessments des pipelines. Et on a également donc les puits fonrés mais non complétés, qui est également en légère diminution. Mais encore une fois, vous l'avez compris, c'est totalement normal et c'est pour ça que ça baisse en bourse et c'est pour ça que ça représente certainement une énorme opportunité. Donc ça, c'est le rapport de la SEC Q2 2025 publié le 6 août que j'ai téléchargé ici directement.
Bon, je me suis mis sur mon compte Interactive Banker puisque je vais directement acheter là pour à peu près 5000, enfin un petit peu moins, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que de base, j'avais une position sur Lendbridge, une petite position sur Lendbridge. Lendbridge, donc c'est un peu un concurrent, mais pas trop. Ils ont le même business, mais pas sur les mêmes segments, c'est-à-dire que c'est plutôt sur l'eau. Enfin bref, c'était beaucoup moins cher au moment où je l'avais acheté, mais il y a eu plein d'autres éléments qui sont rentrés en compte depuis, notamment Gotham City et tout un papier qui ont critiqué le business. Après avoir bien analysé la situation et surtout avoir écouté le dernier conference call qu'ils ont donné, donc le management de Lendbridge, avec tous les histoires qui peuvent, enfin, comment dire, c'est pas complexe, mais il faut quand même s'accrocher pour comprendre les mécaniques. Nous, on l'a fait, c'était justement l'objet du dernier coaching de groupe qu'on a fait avec tous les membres. D'ailleurs, à la limite, si vous êtes actionnaire de Lendbridge, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vous envoyer le passage du coaching privé qu'on a fait avec les membres qu'on accompagne sur cette thématique-là. En fait, pour vous le faire très rapidement, c'est un fonds. D'accord, un hedge fund qui s'est mis à shorter massivement Lendbridge et qui a fait un papier en payant de la publicité pour le mettre en avant pour exposer sa thèse. Ok, voici pourquoi est-ce qu'on short Lendbridge, parce qu'il y a ça qui nous fait croire que c'est une entreprise qui fait de la fraude comptable, etc. Je vous épargne les détails. Il y a pas mal de points qui sont quand même, on va dire, assez bons, d'autres qui sont exagérés, puisque avant tout, l'intérêt de ce type de fonds, c'est que tout le monde se mette à vendre l'action pour que eux, comme ils sont en vente à découverte, ils vont se faire beaucoup plus d'argent. C'est le b.a.-ba, hein, et c'est très connu. Hein. Les activistes, ils font ça régulièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une contre-thèse de cette ampleur, surtout que moi, Lendbridge, c'était pas une énorme partie de mon portefeuille, donc j'avais pas énormément taffé le dossier, j'avais juste mis un petit peu d'argent, le temps justement de voir si ça baisse, etc., voir si je renforce. Là, avec tous les éléments que j'ai à ma disposition, clairement, je quitte le navire. Et je vais directement aller sur Texas Pacific Land. Hop, je me mets donc, c'est très simple, acheter. Voilà, donc, alors 87 000 balles, ça va faire un peu beaucoup. Je vais diminuer à. Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Je sais pas. Voilà, donc ça fait combien? Ça doit faire 7. Non, 5. Je vais en prendre 4. Voilà, j'en 4 petites actions. Ces actions qui cotent. Est-ce qu'il y a. Alors attendez, je vais mettre. Hop, je vais pas m'embêter. Ah, quand même, hein, il y a une sacrée différence entre le bid et le ask. Hein. Écoutez, je vais mettre limite et je vais mettre à 75. Hop. Est-ce que ça va passer? Suspense. Ça y est, c'est bon, ça me les a achetés. Donc effectivement, ça me les a achetés à 875,20. Donc j'ai gagné 5 euros fois 5. Hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà un petit peu pour ma première position sur Texas Pacific Land. Donc voilà, c'est l'argent que j'ai vendu de Lendbridge. Alors je suis sorti en limitant la casse. Voilà, j'avais vendu, en fait j'avais un PE sur les 55. J'avais vendu également un put à l'époque sur les 50 qui m'avait rapporté 500 de prime. Donc ça avait bien réduit mon PRU. Donc je suis sorti quand même avec un gain, donc voilà un petit peu de ce côté-là. Et puis sinon, alors pour le reste, la valorisation donc de TPL. Ok, donc très simple, je suis mis sur un DCF classique. Earning per share actuellement, on a 20 dollars par action. Ok, donc j'ai mis 20,06 dollars par action. Earning per share, la croissance de l'earning per share du 15%. Alors c'est très faible par rapport à ce qu'a fait TPL dans le passé. C'est extrêmement faible et voilà, rien que la division haut, c'est du 30% par an par exemple. Mais bon, je mets du 15% par an. Ensuite, je vais mettre donc un multiple de l'earning per share, ça veut dire un PE, d'accord, de 40. Là, actuellement, on a 43 et on a eu des plus hauts à 60. Mais je mets du 40 également. Et je mets que voilà, moi, je veux du 15% par an sur cette entreprise. Et bien, en fait, il faudrait l'acheter à 802 dollars pour avoir 15% par an. 802 dollars, c'est 802 dollars, ça nous donne. Voilà, ça nous donne 10% en dessous du prix actuel. Et au prix actuel, ça fait 13% par an. Alors ça, pour moi, c'est le scénario qui est optimiste, non pas au niveau du taux de croissance, mais au niveau du multiple. 40 fois les bénéfices, je trouve que c'est cher. Et moi, personnellement, du Texas Pacific Land, 35 fois les bénéfices, ça serait déjà pas mal. Et là, dans ces cas-là, pour avoir du 15% de croissance par an, il faudrait l'acheter à 700 dollars. Ok, 700 dollars, ça fait moins, ça fait moins 20%. Et moi, c'est vraiment ce prix que je m'étais fixé, c'est-à-dire entre les 600 et les 700 dollars pour massivement, on va dire, commencer à en accumuler, puisque voilà, en fait, vous allez avoir s'il y a 15% de taux de croissance, earning per share de 35, enfin, un PE de 35, ça vous donne en fait 15% par an, quoi. Ce qui est énorme.
15% par an. Et imaginez, vous avez 20% par an avec la partie water, et puis en fait, le prix du... Ah, excusez-moi. Hop, alors ça m'a tout enlevé. Je reviens. Ok, voilà, ok, c'est bon. Donc imaginez, vous avez un taux de croissance de 20% par an. Dans ces cas-là, même au prix actuel, c'est intéressant. Même au prix actuel. C'est pour ça que cette partie water, imaginez maintenant, vous avez le pétrole qui explose. C'est possible. C'est vraiment un scénario qui est possible. Le pétrole repart à la hausse. Peut-être pas dans 6 mois, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Bah vous avez actuellement 20% par an. C'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment un premium, enfin encore une fois, il y a vraiment un premium à l'augmentation du prix du baril. C'est-à-dire que ça se passe mal, tranquillement, ça va soit stagner, soit baisser. Mais dans les deux cas, moi j'ai commencé à mettre une première position, non pas parce que je trouve que c'est pas cher, mais parce que j'étais sur la bridge et j'ai rebasculé. Moi j'ai une règle, c'est que quand je vends une position, je ralloue le cash directement sur une autre entreprise. Donc là, pierre deux coups, ça me paraît parfait. Mais ensuite, si jamais on a vraiment le baril qui augmente, bah en fait, au prix actuel, j'ai 20% par an, ce qui est exceptionnel. Vous voyez, ce qui est vraiment super. Et si encore une fois on a un scénario qui est vraiment pessimiste, c'est-à-dire qu'on va sur les 30 fois les bénéfices, ok, on voit bien que historiquement 30 fois les bénéfices, on l'a fait. Mais alors déjà en 2023, enfin, en fait, cette partie-là, derrière, il n'y avait pas la partie water, ok. Donc on pourrait se dire, ok, en 2020, mais en 2020, on avait du pétrole négatif. Donc forcément, et là sinon on voit qu'on était à 25, par exemple, voilà, à 25 fois en 2023, mais c'est vraiment en fait le pire du pire du pire du pire qui puisse arriver, voilà, c'est de se prendre, on va dire, à 25 fois les bénéfices, et là en plus la prochaine baisse du pétrole, s'il y a une baisse continue du pétrole, on aura la partie water qui va permettre d'augmenter. Donc voilà, je pense vraiment du pessimisme, ça serait de revenir sur les 30 fois les bénéfices pour ce type de business, pour la qualité intrinsèque et la croissance de l'entreprise, et dans ce cas-là, effectivement, il faudrait l'acheter pour avoir du 15% par an, faudrait l'acheter à 600, donc c'est-à-dire il faudrait attendre un 30% de baisse. Mais étant donné vu la volatilité de l'entreprise, je pense qu'il y a énormément de chances qu'on puisse continuer à baisser. Puisqu'en fait là concrètement, s'il n'y a pas de nouveau catalyseur, si le prix du baril ne l'augmente pas, bon voilà, c'est une entreprise qui va certainement, comme en fait régulièrement, continuer sa baisse. Voilà, ça a baissé, ça avait baissé quoi. Donc voilà, mais le problème c'est que dès que ça baisse, il y a tout le monde qui commence à dire oui, ça y est, c'est la fin du pétrole, c'est la fin du premium bassin, c'est la fin de l'entreprise, et en fait personne n'achète. C'est à chaque fois ça qui se passe. Donc là, j'espère que avec ce type d'analyse, vous allez avoir une vue un petit peu différente des opportunités là-dessus. Voilà. Magnifique, mon call sur Google également a dépassé les 100%. Franchement, c'est top là. Je gagne une thune monstrueuse là avec mon portefeuille. C'est vraiment top. Franchement, tout est sur les plus hauts. Enfin, j'imagine que vous aussi, hein, si vous êtes investi, en bourse. Mais franchement, c'est top. HCC aussi, c'est une entreprise qui est exceptionnelle. Là aussi, on avait dédié 2 coachings vraiment intensifs d'analyse d'entreprise. Voilà, toutes les entreprises et le fond de Monish Pabrai, sa philosophie sur le charbon, etc. Et on avait fait également toute une partie vraiment de valorisation de l'entreprise HCC avec vraiment avec tous les coûts de production, etc. etc. Et voyez, fair value $66 quoi. Bon là justement on est à combien? Là on est à 62. Donc on s'y approche, mais bon c'est cool. Hop, voilà, je zoome. On avait fait le coaching, on était sur les $48 le 21 mai, et on avait fait le premier coaching d'analyse. On était vraiment ici. Donc franchement, de toute façon, analysez mieux vos entreprises, vous allez gagner plus de thunes. Là-dessus, c'est aussi simple que ça, very simple comme dirait notre ami Trump. Voilà, c'est vraiment simple. Et évidemment, si vous voulez optimiser vos investissements ou si vous voulez vous renseigner sur ce que l'on propose en termes de programme d'accompagnement, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on a déjà mis en place sur les personnes et les membres qu'on a déjà accompagnés, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description qui va tout vous expliquer. Vraiment, voilà l'objectif vraiment de cette partie accompagnement et de ce que l'on délivre concrètement en termes de programme, en termes de compétences. Voilà, ici, vous avez des petits coachings de groupe. Vous avez simplement à mettre la souris pour avoir les timelines. Ici, si vous voulez zoomer pour voir à peu près le type de profil que l'on cible et que l'on accompagne. Et après, vous avez toute la section vraiment témoignages, retour client, etc. qui est évidemment exceptionnel. C'est clairement le meilleur en France de très loin. Ça, c'est indéniable, là-dessus il n'y a aucun doute, mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où on va vraiment dans les détails et c'est pas une formation à 500 balles qui simplement va vous faire un résumé de livre ou une synthèse ChatGPT. On est vraiment sur de l'implémentation, sur du retour d'expérience, on est vraiment sur des profils qui veulent réellement optimiser un portefeuille, qui ont déjà pour la plupart un portefeuille déjà construit mais qui veulent vraiment passer au next step, optimiser
implémenter des nouvelles choses. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et puis sinon, pour la partie contenu gratuit, je vous encourage vraiment, je l'avais déjà un petit peu présenté, mais à vous inscrire sur le School qui est gratuit, qui va énormément vous apporter. D'accord, il y a à peu près 5 heures de formation gratuite, rapport annuel, options, ratio financier, toute la checklist pour les différents red flags, les critères, etc. pour vraiment déterminer quelle action est la bonne ou pas. Également, tous les posts en fait exclusifs que je mets uniquement, vous voyez, avec on a toujours un engagement qui est dingue. Ça par exemple, c'était sur Peter Lynch, hein, je l'avais déjà présenté, mais une masterclass par exemple sur Peter Lynch, concrètement, voilà. Donc je vous encourage vraiment à aller feuilleter tout ça, ça va vraiment vous permettre de passer encore une fois un next step dans vos investissements. Ce soir, je poste le PDF sur Warren Buffett, donc c'est la même chose que Peter Lynch, mais version Warren Buffett, je vous l'ai déjà présenté en début de vidéo. Donc je vais conclure là-dessus, vous retrouverez également dans le School toutes les slides là que j'ai faites. Je mettrai tout dans le School, comme ça la prochaine fois que vous voulez analyser TPL, là, si ça s'effondre dans les prochains mois, vous avez directement à retourner sur les slides pour avoir une vue d'ensemble et repartir déjà d'une bonne base. Donc vous aurez tout ça dans le School en téléchargement. Mettez-moi également dans les commentaires ce que vous en pensez de TPL. Est-ce que c'est un business qui vraiment vous intéresse? Est-ce que c'est un business qui s'incorpore dans votre portefeuille? Et surtout, à quel prix vous prévoyez de rentrer dessus? Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui commençaient déjà à rentrer au prix actuel. Voilà, moi je vais vraiment attendre, quand je vous ai dit 35 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices, ça serait incroyable, donc pourquoi pas le faire en 2 temps, une fois à 35 et une autre fois à 30. Voilà, il faudrait vraiment voir. Je referai évidemment une vidéo, voire carrément un live, je pense, sur ma chaîne YouTube. Directement le jour où ça va baisser et le jour où il y aura vraiment où je vais rentrer massivement en position. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve dans une prochaine analyse. C'était Léo, bonne soirée.